J'aime énormément celle-là, avec les soldats. Ça, c'est une photo qui a été prise d'une publication dans le journal. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, cette technique-là, c'est une technique où je prends une photo, j'imprime cette photo, et ensuite, ça, je peins des couleurs, des vraies couleurs, de la vraie peinture sur la photo. Et le tout est collé sur plexiglas, avec un dos en 10 bondes, et ça donne cet effet un peu... on ne sait pas vraiment, on ne sait pas trop exactement comment ça a été fait. Et l'avantage du plexiglas, c'est que précisément les gens aiment ce côté brillant, ce côté design. De plus en plus, il y a une grosse mood out, une grosse reconnaissance au niveau de la, comment ça s'appelle, au niveau de la photo. De plus en plus, les gens, ils ont tendance à vouloir mettre des photos chez eux. Alors là, en plus de ça, c'est une photo à thème. Asberlal, j'ai eu au moins, depuis que je suis là, j'ai eu au moins 5 ou 6 commentaires sur cette photo, parce que les gens, ils voient des soldats, ils les voient en train de sourire. C'est vraiment une photo qui dit beaucoup. Ça, c'est une photo qui dit beaucoup. Et ce que j'ai compris maintenant, c'est que les gens aussi, ils veulent toujours, ils veulent comprendre, tu vois. Ils veulent une image d'Israël. Et c'est ça que tu as essayé de mettre aussi en avant. C'est ça. Et qu'est-ce que tu as voulu mettre en avant avant tout là-dedans? Écoute, les gars, ils sont en Mifta, ils viennent de sortir d'une guerre. Et pourtant, on les voit qui sourient, quoi. On les voit qui sourient, c'est... je crois que c'est une belle... c'est une notion de morale comme ça, quoi. Je crois que c'est rare de voir des soldats en train de sourire. On a l'image d'un soldat qui fait une guerre, qui est dans un truc dangereux, qui a peut-être perdu des proches, qui a laissé sa famille. Et de voir qu'ils sont motivés à Kedekar que... Regarde là-bas. À Kedekar que... ils peuvent revenir du Milchama, qui n'était pas forcément une réussite en plus. Avec le sourire, c'est beau. Moi, je trouve que ça montre à quel point il y a un attachement à Israël. Alors, en fait, dans cette exposition qui a lieu actuellement rue Emek Rephaim, il y a différentes techniques, il y a différents sujets. Est-ce qu'il y a un point commun malgré tout? Le point commun, c'est l'artiste. Oui. Le point commun, c'est l'artiste. Il est là. Voilà, l'artiste, c'est le point commun. Comment il s'appelle alors? L'artiste s'appelle Dan Grover. Et là, c'est sa première... C'est pas sa première exposition, parce qu'il y avait beaucoup d'expositions. Mais c'est une des rares expositions que je fais à titre personnel, dans un endroit public, parce que d'habitude les expositions se font dans des galeries, et c'est pas tout le monde qui vient, c'est pas tout le monde qui voit. Et là les œuvres, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces œuvres, elles sont souvent dans mon atelier avant de partir dans les galeries, et en fait personne ne les voit. Donc je me suis dit, il y a une occasion là maintenant, les gens des Mekrefi m'ont demandé de venir exposer donc, au centre de la culture ici. Et ils m'ont dit, est-ce que tu veux? Je dis oui, c'est une occasion pour que les gens qui n'ont pas l'habitude de venir à mon atelier, ou les gens qui ne vont pas dans les galeries, ou les gens qui ont peur de rentrer dans les galeries, c'est l'occasion de venir et de voir des œuvres. Ce que j'ai fait, c'est j'ai fait exprès de mettre des œuvres de différentes techniques, dans différents sujets, de manière à ce que les gens puissent voir ces choses-là et peut-être se poser des questions. Parce que c'est vrai que cette technique du plexiglas, ou cette technique des lumières qui sont ici par exemple, c'est des techniques que même les galeries n'osent pas trop exposer, pour des raisons que c'est un peu avant-gardiste. Alors, ils ne savent pas trop s'ils vont vendre ou pas vendre. Et donc, c'est des choses que je vends à titre personnel, ou que je laisse dans l'atelier pendant des 4 mois, 5 mois, 6 mois. Personne ne les voit. Donc là, quand j'ai eu l'occasion de venir faire une petite exposition et de montrer tout ça, je le fais. Et effectivement, j'ai mélangé les techniques, j'ai mélangé les styles, et j'ai mélangé les sujets. Et c'était ça le but, quoi, en fait. Peux-tu nous décrire un petit peu cette peinture? Celle-là? Ouais. Toutes ces couleurs comme ça. J'ai fait une série de 4. Ouais. Voilà, j'ai fait une série de 4 sur le Kotel. Ça c'est 1, ça c'est 2. Comment elle s'appelle celle-ci? Celle-là, elle s'appelle Kavanot à Kotel, les lumières du Kotel. Ça veut dire qu'en fait, il y a un moussag, il y a une donnée dans la prière, c'est que quand les gens prient, ils élèvent des étincelles. Et en fait, je voulais exprimer cette espèce de mouvement, cette espèce d'étincelle, ces étincelles qui sont élevées au moment de la prière, parce que, en fait, la prière, c'est quelque chose de très intérieur. On ne sait pas si quelqu'un prie vraiment ou s'il ne prie pas vraiment, s'il
il a de la kavana, de l'intention dans sa prière ou pas. Et donc là, en fait, j'ai voulu exprimer l'intention des gens qui prient au kotel. Ok, donc j'ai exprimé ça par des couleurs et des mouvements. Mais est-ce que tu savais que les gens qui prient, on leur a pris leur température et ils ont une température plus élevée que les autres Au moment où ils prient. au moment où ils prient, et il y a une couleur violette qui se dégage d'eux. Du violet. Ouais, Ah, voilà. tu vois. Ah ouais. Non mais c'est très naturel, je crois que même le choix des couleurs, les trucs, c'est des choses qui sont très très naturelles. Mais c'est pas exprimé, c'est-à-dire que d'exprimer l'intention de la prière, c'est pas une chose qui est tellement faite en vérité. Donc moi ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai raconté des histoires de choses qui se passent au côté. Donc là j'ai exprimé l'intention de ceux qui prient, là j'ai exprimé la prière après la prière. Là ici dans celui-là, c'est-à-dire qu'en fait là c'est le principal de Jérusalem, c'est pour ça que j'écris Jérusalem, c'est le kotel. Et après que tout le monde ait prié, il reste encore des standards qui ont soutenu ceux qui prient, qui ont soutenu les livres de prière, et eux ils restent au kotel tout le temps. C'est-à-dire que les livres sont rangés dans les armoires, les gens qui ont prié ils vont rentrer chez eux, ils vont dormir. Et il reste au kotel les standards tout seuls qui continuent en fait. Ils continuent le tafkid. Ils continuent à prier. Ils continuent le tafkid, exactement. C'est ça que je voulais exprimer ça. Et il y en a encore deux autres dans cette sidra sur le kotel, où on voit des mythes palélim avec des lettres, où j'ai carrément exprimé les mots de la prière. Et il y en a encore un autre, où on voit les pierres du kotel, et dans ces pierres du kotel, on voit les petits mots. C'est les gens qui ne prient pas au kotel, c'est les gens qui écrivent au kotel et qui s'en vont. Donc en fait, il y a tous les shlavim. Il y a ceux qui prient, il n'y a que les mots, il y a ceux qui mettent les petits mots, il y a ceux qui prient et qui ont les intentions, c'est ceux-là, et il y a ce qui se passe au kotel après la prière Bechlal. C'est les standards qui sont encore là et c'est le kotel qui est là depuis toujours. C'est une série qui est destinée pour, je pense, un musée ou une fondation sur la Shoah. Bon, d'abord, je pense que c'est presque une obligation pour les artistes d'aborder le sujet de la Shoah d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec de la shira, que ce soit par la peinture, que ce soit par des hartzaot, que ce soit par de la photo, parce qu'on a un devoir de mémoire sur la Shoah, je pense. Donc ce que j'ai pensé, c'est que il fallait que je fasse des tableaux sur la Shoah, et en fait là j'expose 4 tableaux sur une série de 6 que j'ai appelé 6 tableaux pour 6 millions de juifs. Et dans ces tableaux, en fait, j'essaie d'exprimer des éléments qui sont liés à la Shoah, des anecdotes, des histoires, et faire passer aussi au travers de ça des idées qui sont liées à l'événement. C'est-à-dire que, par exemple, dans le tableau d'Anne Frank, ce que j'ai essayé de faire passer l'idée comme ça. Ce tableau-là, je l'ai appelé La Belle et la Bête. C'est-à-dire qu'en fait, on a la Belle, c'est Anne Frank, et on a la Bête. Parce qu'en fait, je me suis dit que comment c'était possible qu'une nation entière puisse élever un régime qui va amener à l'extermination d'une famille, d'un peuple au sein même de cette même nation. Les Juifs d'Allemagne parlaient allemand, ils étaient assimilés, ils étaient allemands. Ils étaient réellement allemands, comme les Juifs de France aujourd'hui sont juifs français, avec la culture française, et ils sont juifs de France. Comment c'est possible d'arriver à sortir au milieu d'une nation, une autre nation, pour aller et l'exterminer? Et en fait, le processus était très simple. Ils ont transformé la Belle en bête. En fait, ils en ont fait un monstre. C'est simplement, on a parlé et encore parlé, et une propagande et encore une propagande, ce qui a amené à ce que le juif s'est retrouvé à être comme s'il était un monstre, en fait, un parasite, quelque chose de... Et grâce à ça, ils ont réussi à faire collaborer non seulement des individuels, mais aussi des groupes et un État dans son ensemble, et voire même d'autres États, à un régime que sa motivation était d'éliminer un peuple. Et ça, ce processus-là était possible uniquement parce qu'on a pris la Belle et on en a fait une bête, en fait. On a pris des enfants, on a pris des gens, et on en a fait des animaux, des monstres, des gens qui font des choses horribles ou qui ont fait des choses horribles. Et grâce à ça, on est arrivé à nos fins. Donc c'est ce que j'ai exprimé. Toute cette propagande, on voit ici les posters avec les rançons pour les gens qui donnent des informations sur les juifs. Ok ? Et puis bon, on voit des allusions, bon, un peu à l'Angleterre,
Pétain, la France, etc., etc. Je pense que c'est des choses qu'il ne faut pas qu'on oublie parce que à partir du moment où on prend un groupe de gens et qu'on commence à les diaboliser ou qu'on commence à en faire des parasites ou autres, que ce soit dans n'importe quel pays, de n'importe quel état, alors on est sur un processus qu'elle-même. Parce que demain matin, on pourra légitimiser le fait qu'on va aller tuer les enfants, tuer les vieux, et voilà. Donc ça, c'est un peu le sujet. Comment on en arrive à ça? Et donc j'ai exprimé ça par le portrait d'Anne Frank, parce que si Anne Frank, elle a laissé des écrits qui sont très touchants et très beaux. En point de vue technique, c'est quoi? Alors au niveau technique, là c'est une sérigraphie sur canvas avec un pochoir du portrait de Anne Frank et un petit peu de peinture à l'huile dans le portrait. J'ai fait en sorte de ne pas trop toucher les affiches, de manière à leur laisser le côté un peu ancien, le côté un peu authentique de l'époque, et pas dénaturer le côté historique du tableau. Là, ça c'est un tableau sur Eisenhower, parce que c'était quand même un personnage, c'est pas un juif. Mais je pense que c'est pas pour rien que c'est lui qui se trouvait là à ce moment-là. Et il avait une approche par rapport au sujet qui était assez, on va dire, vrai, assez clair. C'était pas juste un général. Il a d'ailleurs été président des États-Unis juste après la guerre mondiale. Donc c'était une vraie figure. Et il a mis l'accent sur le fait qu'il fallait filmer et il fallait photographier ce qui s'est passé dans les camps, de manière à ce que dans quelques années, des gens ne disent pas ça n'a pas eu lieu. C'était très fort parce que c'était il y a 50 ans et il y a déjà aujourd'hui des gens qui disent ça n'a pas eu lieu, quoi. Donc c'est quand même très fort d'en arriver là, d'avoir cette vision de dire filmer, c'est dur à filmer, photographier, c'est pas grave, on en aura besoin, il ne faut pas qu'on arrive à cette situation où les gens disent ça n'a pas eu lieu. Donc là aussi pareil, technique mix, il y a du collage, du pochoir, de la peinture à l'huile. Et puis on voit le général Eisenhower, vraiment comme un général. Et puis il y a ce rappel des États-Unis. Ce qui est marrant, c'est que c'est quand même les États-Unis qui ont généré les grandes campagnes de libération du sud de la France, au niveau militaire. Et c'est aussi les États-Unis qui, au moment des pogroms d'Europe et après la Première Guerre mondiale, qui recueillaient des Juifs. Okay, la terre d'exil, c'est une terre où il y a de l'idéal, c'est une terre où il y a des convictions, même si c'est très capitaliste, même si c'est tout ce qu'on veut, malgré tout il y a des idéaux très forts, il y a des convictions très fortes. Dans vos précédentes expositions, on trouvait souvent les États-Unis. Exact. Oui, je pense que moi je tiens au fait que un État qui fait du bien autour de lui, même si c'est intéressé, il récolte les fruits. Ça veut dire que les États-Unis sont aujourd'hui la grosse puissance mondiale, avec toutes les difficultés qu'on peut savoir, ça c'est autre chose, mais d'une manière générale, l'URSS n'existe plus, les États-Unis c'est la grosse puissance. On peut se poser la question, comment ça se fait qu'il reste que les États-Unis? Comment ça se fait que l'Union Européenne, ça vient d'arriver, bon, ça, c'est bécochi quelque chose, bon, ça vient de commencer, mais les États-Unis c'est là, c'est ça, ils interviennent en Irak, ils interviennent pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils interviennent ceci, ils interviennent cela. Ils ont des idéaux, ils ont des objectifs. Moi, je me suis posé la question, comment c'était possible? Pourquoi eux? C'est très simple, parce que en fait, quand les États-Unis, quand ils ont un moyen de ne pas perdre et de faire du bien, ils le font. Et donc, ça mérite une certaine reconnaissance. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, même au moment des pogroms en Europe, quand les Juifs ne savaient pas où aller et qu'on leur disait en France ou ailleurs, ne venez pas, on les repoussait les bateaux, on repoussait les trains, on repoussait les gens. Les États-Unis ont dit venez. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui qu'on a quelques millions de Juifs aux États-Unis, alors que dans d'autres pays on est à quelques dizaines de milliers, quoi. Okay. Donc cette exposition est jusqu'à quand? En fait jusqu'au 7 octobre. 7 octobre, voilà. Au 12 rue Emek Rephaim. Voilà, 12 rue Emek Rephaim. Ça s'appelle le Merkaz Bet Ha'amim, je crois, voilà, Bet Ha'amim. Et c'est le Merkaz Tarbouti de Rephaim, quoi, le centre de la culture de Rephaim. Donc c'est en permanence ici, mais en... Voilà, certainement pendant le mois en cours, il risque d'y avoir des événements, peut-être des petites conférences sur les lettres hébraïques, parce que c'est aussi un sujet que j'aimerais sortir de mon atelier,
Peut-être même, c'est très très possible que à la clôture d'exposition, dans la dernière semaine d'exposition, on fasse ici un projet de street art, c'est-à-dire d'art urbain, pour les jeunes en difficulté, parce qu'il y a pas mal de gens qui pensent que c'est assez intéressant d'utiliser donc le street art, le pop art, toutes ces techniques modernes d'art contemporain pour renforcer un peu le noir, pour créer des activités autour de ça, quoi. Voilà, donc certainement dans la dernière semaine la première semaine d'octobre. Oui, d'octobre. Merci. Avec plaisir.